Dans notre ouvrage L'extraordinaire aventure de la conscience, on raconte comment, en quelques millions d'années et plusieurs cycles de vie, finalement il y a cette montée, cette lente montée de la conscience dans toutes les choses, à travers les minéraux, puis les végétaux, les animaux, l'être humain, et au moment où la conscience se complexifie dans l'esprit humain, il y a ce moment magique où il y a la prise de conscience finalement de tout ce qu'est cette formidable aventure. Il y a la self-conscience, on réalise ce qui se passe. On prend conscience de soi, on prend conscience qu'on est une particule de conscience dans une aventure et qui nous dépasse. Et c'est le début d'une lente évolution, d'une lente quête qui va nous amener à une évolution d'abord psychologique, puis spirituelle. Et puis donc dans cette évolution, on va se construire une personnalité. Et puis on va se forger un ego, qui est un outil indispensable pour exister en tant que petite cellule de conscience autonome, et non pas être dévoré, comme on le voit trop souvent, par la foule, par les esprits d'un groupe, par les préjugés, par tout ce qui nous entoure, par l'inconscient collectif. Et cet ego, eh bien, on a l'impression d'un seul coup que ça devient l'ennemi. Il y a des tas de gens qui disent, mais oui, la spiritualité, il faut tuer l'ego, il faut faire taire l'ego pour que l'âme puisse parler. Or, à mon sens, et je pense que tu seras d'accord, c'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Il est important de ne pas tuer l'ego, ni de se séparer de lui. Il faut se réconcilier avec lui, se l'approprier, tout simplement parce que l'ego est une partie de nous-mêmes importante, c'est l'une des deux parties de nous-mêmes, parce que nous sommes constitués à la fois d'un ego et d'une âme, nous sommes bipolaires, c'est amusant de le dire, mais tout le monde est bipolaire, jusqu'au moment où cet ego et cette âme finissent par être unifiés. Ça, c'est le but du travail de l'évolution. Mais avant d'en arriver là, l'ego va s'éveiller lentement pendant des éons et des éons, jusqu'à ce que l'être en soit totalement rassasié de tout, qu'il n'en puisse plus, qu'il ait tout expérimenté, tout essayé, qu'il soit allé dans les endroits les plus sombres et les endroits les plus lumineux. Son ego s'est rassasié de tout, et à ce moment-là, l'être se trouve en situation de manque, de vide, de désespoir. Son ego, l'être en lui, l'ego donc entre autres, cherche quelque chose d'autre. À ce moment-là, l'âme de l'être s'éveille véritablement, pleinement à sa pleine puissance, et elle commence à s'exprimer, et l'ego est là face à ce qu'il considère être un ennemi en lui qui pense-t-il, veut prendre sa place, et l'être se trouve à ce moment-là véritablement dans une double polarité. Il y a les affres de l'ego de l'un côté qui essayent de ne pas perdre ses prérogatives, et l'âme qui est là, la valeur de l'âme, la force de l'âme qui commence à poindre véritablement pour faire entendre sa note, pour qu'elle devienne la note prépondérante chez l'être humain dont elle est une composante, l'un des deux composants. Eh bien, à ce moment-là, l'ego doit se transformer, se métamorphoser. Il doit quitter le monde du besoin, le monde de l'avoir, le monde de la possession, pour entrer dans le monde de la collaboration avec son compagnon de route, qui est l'âme, qui, jusqu'à présent, jusqu'à là, n'avait pas vraiment eu sa part, le pouvoir de s'exprimer. Maintenant, l'ego et l'âme doivent collaborer étroitement. C'est pour ça que je dis qu'il faut se réconcilier avec l'ego et il faut le discipliner pour qu'il devienne le véhicule de l'âme. L'âme est le conducteur, l'ego est le véhicule. Que ferait une personne devant se mouvoir, aller à un endroit éloigné, sans véhicule? Je dis souvent, je prends comme image, l'âme c'est l'architecte et l'ego c'est les corps de métier qui vont aider à la construction de la maison. Donc l'un et l'autre sont absolument indispensables, sont indissociables et doivent travailler la main dans la plus grande des coopérations, jusqu'au moment où petit à petit ils vont s'unifier et devenir un. Mais bon, là c'est une autre étape, c'est l'étape suivante de l'évolution, nous n'en sommes pas encore forcément là. Est-ce que tu penses que par exemple, collectivement, où est-ce qu'on en est rendu ?
Est-ce que les gens ont, pour la plupart, forgé leur ego, ou est-ce qu'il y a encore des tas de gens qui sont des consciences qui n'ont pas encore forgé leur ego, qui vont suivre à droite et à gauche? Où est-ce qu'on en est un petit peu dans cette évolution collective? Nous sommes tous différents les uns et les autres. Et alors, bien évidemment, c'est déjà complexe au niveau de l'individu quand il va quitter un univers, le monde de l'ego égocentrique, centré sur lui-même, donc, et qui doit passer à une vision beaucoup plus large, beaucoup plus héliocentrique, beaucoup moins ethnocentrique comme c'était le cas auparavant. C'est déjà extrêmement difficile pour un individu seul. Alors, on peut imaginer ce qui se passe quand on arrive au niveau collectif. Quand j'entends comme collectif, tout le monde a un ego et une âme, un être humain, bon, ça c'est clair. Mais une famille, et sur le plan égrégorique de la famille, il y a l'ego de la famille, il y a l'âme de la famille. Une nation, il y a l'ego de la nation, il y a l'ego de la famille. L'humanité dans sa totalité, il y a l'ego-humanité, il y a l'âme de l'humanité. Et c'est déjà difficile de le faire, d'unifier ces deux forces, en tout cas même sans aller jusqu'à les unifier, à faire en sorte qu'elles travaillent en étroite collaboration. Ça devient beaucoup plus complexe quand nous parlons de groupes humains. Alors où en est l'humanité aujourd'hui? Il suffit quand même de regarder un peu ce qui se passe à travers le monde. L'ego ancien, celui que j'appelle ancien, est quand même toujours dominant. Alors il y a des lieux un peu partout où l'âme de l'humanité commence à s'affermir, à prendre les rênes et à s'unifier avec l'ego, mais quand même encore aujourd'hui collectivement c'est l'ego de l'humanité, l'ego ancien qui domine. Et ça prendra du temps. Et il y a des nations, parce qu'on va parler au niveau collectif, au niveau de nations, il y a des nations qui sont plus prêtes que d'autres à commencer un processus d'individualisation. C'est comme ça que l'on appelle ce processus, que ce soit dans le monde des sociétés initiatiques ou dans le monde de la psychologie transpersonnelle. Jung appelait ça le processus d'individuation. C'est la même chose. Ce processus va se faire lentement je pense, sur des milliers d'années pour le collectif, pour la totalité de l'humanité. Mais n'empêche qu'il y a déjà un peu partout des groupes, des collectifs d'êtres humains qui commencent à manifester véritablement la valeur de l'âme. Et il y en a de plus en plus. Il y a des millions de gens dans le monde qui commencent à vibrer à cette note et qui la manifestent pleinement. On le voit aujourd'hui, il y a de l'entraide partout, il y a de la collaboration partout, des gens qui se mettent à œuvrer pour le bien d'autrui sans les connaître pour autant. C'est un phénomène qui est en pleine expansion depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il suffit de regarder le nombre d'associations, rien que les associations humanitaires qu'il y a dans le monde, c'est phénoménal. Et je ne parle pas là des grandes associations, des associations philanthropiques lancées par des milliardaires. Je parle de monsieur et madame tout le monde qui au quotidien commencent à s'intéresser au sort de leurs compatriotes et qui œuvrent véritablement pour le bien-être de l'humanité, pour laisser la Terre dans une meilleure situation qu'elle était alors quand ils sont venus sur Terre, et la laisser dans un meilleur état à leurs enfants, à leurs petits-enfants.